De retour pour le débat, on parle maintenant collectivité territoriale. Oui, on parlait il y a quelques instants des communes qui restent l'interlocuteur privilégié des habitants. Mais finalement, ces communes, elles sont aujourd'hui beaucoup dépossédées de leurs moyens face aux régions, aux intercommunalités, aux départements. Est-ce qu'elles ne se sont pas petit à petit éloignées justement de leurs citoyens, justement par manque de moyens ? Aurore, vous avez un avis ? Moi, je sais pas si c'est un manque de moyens ou un manque de volonté. À certains moments, il faut quand même, il y a des citoyens qui arrivent avec des projets, ou il y a des politiques qui essayent aussi de porter les leurs, mais qui sont vraiment en totale inadéquation avec les projets de vie que nous, on peut avoir. Des fois, il y a des choses incompréhensibles. Des projets qui vous passent par-dessus la tête, quoi. Ouais, voilà, c'est... Arouzi, le projet de Madame Soulek, il est de dépenser, par exemple, pour une nouvelle mairie qui va coûter, je crois, 1,5 million, alors qu'il y a un projet qui vaut 800 000 euros pour l'accessibilité. Il n'y a pas besoin d'1,5 million pour un truc neuf, alors qu'on peut faire des travaux. Voilà, et de remise aux normes. Il y a des projets pour essayer de reprendre la vie des centres. Parce qu'on est tous d'accord, Maubeuge, il n'y a plus rien en centre-ville. Dans tous les centres-villes sont abandonnés. À la limite, le seul centre-ville proche où je trouve où il y a une vie, c'est Ferrières. Voilà. Mais sinon, il n'y a plus rien nulle part. Et nous, on essaye de reprendre possession de nos villages, parce que ce sont nos villages, et on n'y arrive pas. Vous avez l'impression que les politiques n'ont peut-être pas les bonnes priorités ? Je pense. Je pense que là, ouais, parce que c'est, je vois pas l'intérêt. Il faut refaire vivre les centres-villes. Il faut que les gens y restent. Il faut que les gens puissent poser leurs enfants avant le travail. Voilà quoi. C'est, il y a vraiment plein de services. Il y a vraiment plein de choses à faire. Et il y a rien qui est fait dans ce sens-là. Et je trouve ça dommage. Est-ce qu'il y a trop finalement d'échelons administratifs ? Alors, est-ce que vous y comprenez quelque chose entre les mairies, les collectivités locales, c'est-à-dire communautés de communes, agglomérations et compagnie ? Ça reste quand même, bon, c'est assez flou parce qu'on n'a pas été éduqués à ça. On ne nous a pas expliqué clairement les domaines de compétences de chaque collectivité. Chaque collectivité. Bon, après, quand on a la culture de la chose, oui, on peut la comprendre. Mais malgré tout, moi, je trouve que ça devrait être, oui, simplifié. Est-ce que vous êtes d'accord sur ce point-là ? Je pense effectivement que premièrement, ça doit être simplifié. Deuxièmement, ça doit être clarifié, qu'on sache qui fait quoi, qu'il n'y ait pas de compétences croisées. Puisque ça mène à rien. Et là, on a vraiment l'impression d'un millefeuille. Daniel Jokovia, permettez-moi, vous êtes politique, en tout cas vous êtes responsable politique. Clairement, c'est quoi ? C'est la commune, c'est l'interco, c'est le département, c'est la région. Qui est de trop ? Il y a des choses qui ont été faites, notamment au niveau des régions, des grandes régions quand même, avant. Là, concrètement, qu'est-ce que vous proposez justement en termes de niveau ? Est-ce qu'il y a des niveaux à retirer ? Parce qu'on se dit tous là qu'il faut simplifier. Est-ce que demain, il faut retirer les départements, venir sur de plus grandes métropoles d'agglomération beaucoup plus grandes ? Je ne crois pas aux grandes métropoles, sincèrement. Je crois que ça va encore éloigner le politique encore plus. Ajouter un échelon supplémentaire. Oui, et le problème, c'est que justement, toutes les politiques sont faites pour les grandes métropoles, en oubliant justement les périphéries. On essaye d'appliquer des modèles justement métropole, mais nous ici, je vois pas où est le modèle à appliquer dans nos petits villages. Voilà. Je comprends pas. Si demain le gouvernement décide de faire les grandes métropoles, il va falloir quand même, et surtout, je dirais, qu'il pense à la ruralité. Et est-ce qu'on peut avoir un système mixte avec des compétences bien tranchées entre les métropoles et le département actuel ? C'est une question à creuser et certainement quelque chose à réinventer. L'ancien président d'agglomération, Rémi Pauvros. Oui, l'expérience que j'ai, y compris de député, fait que je pense que ce n'est pas aujourd'hui le cœur du problème. Le cœur du problème, il est à Bercy. C'est-à-dire que nous avons, porté la décentralisation. 81 jusqu'aux années 90, de François Mitterrand, avec une grande révolution dans les têtes. C'était extraordinaire. Vous imaginez qu'avant, tout était décidé par le pas seulement à Paris. Le sous-préfet avait droit de préparer l'ordre du jour du conseil municipal, quand même. C'est lui qui validait l'ordre du jour du conseil municipal. Donc, vous imaginez, tout était centralisé. On a
fait un grand mouvement qui avait pour origine l'idée on rapproche le pouvoir du citoyen. C'est ça la décentralisation. Bon. Et qu'est-ce qui se passe depuis les années 90 ? Petit à petit, les hauts fonctionnaires en particulier, dont on a besoin, je ne suis pas dans le discours contre l'élite, mais ces hauts fonctionnaires à qui on avait dépossédé une partie de leur pouvoir, ont repris progressivement le pouvoir. Et la centralisation, qui est quand même caractérisée par le président actuel. S'il y a quelqu'un qui montre bien la façon dont il veut gérer d'en haut tout ce qui se passe, y compris les débats d'ailleurs, c'est bien le président actuel. Donc il y a eu cette recentralisation. Et au cœur de cette centralisation sur Paris, c'est pour ça que j'ai voulu être député. Vous savez, moi j'avais assez de boulot, mais tout le monde me disait, si on n'est pas à Paris, on n'existe pas. Donc s'il faut défendre les dossiers du territoire, de toute façon, il faut être à Paris. Et je peux vous dire que c'est vrai. Je l'ai suffisamment vécu avec les canals Seine-Nord. J'avais devant moi Bercy. Les plus grands opposants du canal Seine-Nord ou de l'hôpital de Maubeuge, c'était Bercy, en disant, mais vous allez augmenter le déficit de l'État. C'est incroyable. Je me rappelle ce haut fonctionnaire qui sortait d'une réunion que j'animais à Paris et qui, maladroitement, parce qu'il n'avait pas vu qu'il y avait de mes collaborateurs à côté de lui, a dit « c'est quand même pas un élu qui va décider », alors que j'étais chargé de mission du Premier ministre. Donc ça montre l'état d'esprit. Ça veut dire qu'on est aujourd'hui dans un État hyper centralisé. Je suis étonné d'ailleurs dans le débat qui existe actuellement que ça ne revienne pas plus. J'appelle pas à la violence, loin de là. Mais la nouvelle Bastille, c'est Bercy. Il faut bien se rendre compte que tout passe par Bercy. Vous n'avez pas un ministre qui n'est pas contrôlé par les services de Bercy. Et donc, les élus dans tout ça, locaux, ils font ce qu'ils peuvent. Alors après, il y a des bons, des moins bons, des grands, des petits, bon, peu importe. Il y a ceux qu'on choisit. Ce sont les électeurs qui choisissent leurs élus. Ils font ce qu'ils peuvent dans ce paysage qui est d'une complexité extraordinaire, où il faut se battre en permanence pour obtenir l'autorisation de faire. Et donc, je pense que s'il y a vraiment une grande réforme à remettre en perspective, c'est remettre en route la décentralisation et rapprocher le pouvoir du citoyen. C'est d'ailleurs une de vos revendications, en disant effectivement, quand on discute d'un projet, d'une discussion, etc., c'est sur le terrain que ça se passe, c'est avec la population, c'est avec les gens, mais en face, il faut des gens qui aient le pouvoir. Aujourd'hui, un maire, excusez-moi de vous dire, il regarde son budget et puis il se dit, j'ai pas de grande possibilité. Alors après, il y a des choix, hein. Ça relève des électeurs de la commune. Voilà. Je ne porterai pas de jugement là-dessus. Est-ce que vous pensez justement, Aurore, qu'il faudrait développer les référendums locaux au niveau des communes sur les grands projets qui impactent... Moi, je pense que justement, ce serait un exemple justement pour essayer d'expliquer aux gens justement. C'est un modèle peut-être à mettre au niveau local. Justement. Commencer par le local et Commencer après, par le local, voir ce que ça donne, si ça peut fonctionner dans les décisions, dans les choix de la cité. Parce que c'est ça, c'est la démocratie. Demos Kratos, n'est-ce pas ? Donc, je pense qu'il y a des... Justement, nous, on a une volonté de travailler aussi... s'il y a des élus qui sont prêts à travailler avec nous, je pense qu'on va être capable de le faire. Et peut-être qu'en effet, c'est peut-être une piste au niveau local pour nous ouvrir après sur le RIC et sur tout ça. Voilà, oui. La place, Lélie, quelle place vous donnez, vous, aux élus locaux aujourd'hui ? Vous avez encore confiance aux élus locaux ? On parle des maires, on parle justement aussi des représentants au niveau, par exemple, des intercommunalités. Vous, quelle place vous leur donnez aujourd'hui ? Est-ce qu'ils ont une responsabilité par rapport à aujourd'hui votre quotidien, votre voilà. situation, et puisque vous pensez en tant que gilet jaune. Alors, moi, personnellement, vous n'aurez pas vraiment mon avis, puisque je ne le donne pas, je ne suis pas là pour ça. Un gilet jaune ne parle pas en son nom propre en général, il parle au nom de tout le monde. Donc, l'avis général des gilets jaunes actuellement, c'est un manque de confiance totale au pouvoir politique, quel qu'il soit. Même les maires, même les élus locaux. Alors, on va faire une petite nuance à ce niveau-là. Il y a certains maires qui soutiennent les gilets jaunes et le mouvement, qui sont conscients qu'il y a un réel problème, qu'il faut revoir les choses et en profondeur. Et certains maires, on va dire certains, ne sont pas à inclure dans cet ensemble de manque de confiance et de rejet. Le premier rejeté, clairement, on va parler de M. Macron, parce qu'on l'appelle même plus nous président. Clairement, pour nous, c'est plus un président. Moi, j'estime que quelqu'un qui représente un pays doit représenter les intérêts de chaque Français et pas les intérêts d'un lobby et pas défendre ses propres intérêts à lui. Sans compter qu'en plus, on doit être en général blanc comme neige. Okay, il ne faut pas qu'il y ait de cadavres dans les placards, comme on dit. L'affaire Benalla, on ne reviendra pas dessus. Enfin, il a été arrêté.
des histoires de couverture de médecins enfin, il y a beaucoup d'affaires. On va pas en débattre là, mais il y a beaucoup d'affaires qui font que les Français. Il n'y a pas de représentants aussi de la République en marche à ce débat, donc effectivement, voilà. il n'y aura pas donc, de on va pas s'éterniser là-dessus, mais n'empêche que tout ça fait que les gens à qui, vous savez, un gilet jaune est arrêté parce qu'il a 6 œufs dans son sac, un masque de protection. Il passe en comparution immédiate. Il ramasse 1 an avec sursis. On a Manu Evrard qui a été condamné il y a le 5 janvier, il a été condamné le 7, avec une arme par destination. Vous saviez ce que c'était, cette arme par destination ? C'était son téléphone portable, qui est toujours sous saisie. Alors expliquez-moi comment on peut frapper un flic avec un téléphone portable. Il y a des choses qui... Voilà. Il y a des parjures de la police, parce que soi-disant qu'on l'a vu avec un objet dans les mains. On a plein de vidéos qui prouvent qu'à aucun moment il a eu quoi que ce soit d'autre que son téléphone dans les mains. Donc comment voulez-vous que les Gilets jaunes puissent encore croire ? Eux, ils passent à travers les mailles du filet. Le président doit 3 millions d'euros à l'ISF. ISF qui s'est empressé de faire sauter. Et du coup, comme ça, il n'a même pas à les payer. OK ? Donc comment voulez-vous que les gens derrière se disent « je peux encore avoir confiance ». Oui, ils vont avoir confiance en leur maire quand le maire est correct et que le maire travaille dans leur sens et pour eux, pour le peuple. Parce que c'est une proximité directe. Mais tout ce qu'il y a au-dessus, on parlait de Bercy tout à l'heure, c'est ces gens-là. Vous n'allez pas me dire, les hôpitaux, on peut en parler. Nous, on bloque le parking de l'hôpital de Valenciennes. Pourquoi ? Parce que c'est un parking Vinci autoroute, Q8. Les gens, pour aller voir, il faut payer pour aller voir quelqu'un qui est en train de mourir. C'est une honte absolue. Si jamais cet argent était redistribué déjà aux hôpitaux, mais on ne bloquerait pas ces parkings. Mais là, ça part dans les poches d'un groupe privé. Daniel Jankoviak. Juste pour rebondir sur le parking de l'hôpital de Valenciennes, quand le projet est sorti, j'étais sur le Valenciennois. Et j'ai trouvé ça scandaleux. Il y a 2 choses qui sont scandaleuses sur l'hôpital de Valenciennes. C'est le parking, qui a été arbitrairement décidé par la droite, on peut le dire, par la droite. Et le deuxième, c'est que le tramway ne va pas jusqu'à l'hôpital. On fait un tramway, on n'est pas capable de faire passer le tram jusqu'à l'hôpital de Valenciennes, qui est l'un des plus gros de la région, si je ne m'abuse, monsieur Pobros. C'est le principal hôpital hors centre hospitalier de France, l'hôpital de Valenciennes. Je voudrais revenir sur ce qui a été évoqué. Et je le dis avec la distance qui est la mienne aujourd'hui. C'est-à-dire, je ne suis pas en situation de responsabilité, donc prenez ce que je dis et puis mettez-le à la poubelle si vous voulez, ça n'a pas d'importance, simplement l'expérience un peu. Vous avez dit, on accuse, je dirais, injustement M. Évrard. Bon, vous avez raconté pourquoi, moi j'ai tendance à vous croire, je n'ai pas de raison, je n'étais pas sur place, je ne connais pas le sujet, donc j'ai tendance à vous croire. Puis après, vous affirmez, le président de la République doit 3 millions d'euros d'ISF. Oui, ça, on ne sait pas d'où ça vient. Sincèrement, j'en sais rien. Donc, je pense que votre demande de justice, de clarification, de clarté dans ce qui se passe, de respect, d'égalité, doit s'opérer sur tous les plans. Le président de la République, il est président de la République. Alors, vous pouvez dire, moi, je ne le considère pas comme tel, ça vous appartient, mais il est président de la République. Il a été élu. Avec 20% des Français. Avec 20% des Français. Oui, écoutez, celui qui vous parle n'a pas voté pour lui au premier tour. Hein, je vous dis, franchement, j'avais d'autres candidats et j'avais d'autres engagements. Donc, moi, je n'ai pas été surpris de l'évolution politique. Elle était inscrite dans ce qu'il pouvait proposer. Pas été comme d'autres, je ne porte pas de jugement sur le fait que, on pensait ni droite ni gauche et tout ça, je n'y croyais pas. Donc ce qui était en train de se passer, c'est dans la logique des choses. Donc il est président de la République, faisons attention aux fausses informations. Moi, j'en sais rien l'histoire de l'ISF. Et je ne le dirai pas, parce que justement, on n'en sait rien. Comme je ne dirai rien sur M. Évrard, parce que je ne le sais pas, et j'ai tendance à vous croire. Je n'ai pas de raison de ne pas vous croire. Donc je pense qu'il faut être attentif à ça, parce que bon nombre de personnes qui nous écoutent, et ceux qui ne nous écoutent pas, surtout, ceux qui ne s'intéressent pas à la vie politique, ont une tendance à aller vite dans les appréciations et les jugements. Puis, si vous permettez que je dise quelque chose à nos amis journalistes, je vous entendais tout à l'heure parler des politiques. Allez, faisons un effort de pédagogie, disons les élus, ils sont ou ils ne sont pas élus. Les politiques, ça ne veut rien dire.
Ça veut rien dire, les politiques. Il y a des militants politiques. Il y a un personnel politique aussi, il y a des élus. J'ai même entendu une journaliste hier d'une grande chaîne de télévision publique parler de la classe politique. Ça veut dire quoi ? Parce que, à force de tirer comme ça et de dire des choses comme ça, on va mettre en l'air la démocratie. Hein. Alors après, vous pensez que les médias ont une part de responsabilité sur moi, quand j'entends une présentatrice d'une chaîne publique de télévision, et la plus importante, 3 fois en suivant, interroger quelqu'un, je me demande même si ce n'était pas des représentants de Gilets jaunes, enfin des Gilets jaunes, pas des représentants, dire 3 fois qu'est-ce que vous pensez de la classe politique, j'ai envie de dire, moi les journalistes, je les respecte. Je les respecte comme ils sont. Je ne vais pas dire les journaleux, je ne sais trop quoi, la classe journaliste, ça ne veut rien dire. Vous voulez qu'on parle des élus, tout simplement. Ils sont élus ou pas élus. Si vous n'êtes pas content, changez d'élu. Il y aura de prochaines élections, bien sûr. Ça m'est arrivé, donc je vois tout à fait ce que c'est. Bon, c'est tout. Et par contre, je reviens sur votre proposition de référendum. Autant sur le RIC, moi personnellement, j'ai beaucoup de réserves au niveau national. Autant sur le référendum local. Vous voyez le débat que j'ai pu, moi, vivre à Maubeuge. Très mal, je reconnais, sur le zoo. J'aurais procédé à l'époque à un référendum avec une explication, qu'est-ce que c'est, le projet, etc. Je crois que ça aurait permis d'éviter des polémiques inutiles et de faire avancer les choses. Donc effectivement, on l'avait déjà proposé, il faut le mettre en œuvre, il faut faire en sorte que sur les grandes décisions, bien sûr, on ne peut pas faire un référendum tous les matins, mais il y ait des choix qui soient faits. Merci Rémi Pauvros. On parle ce soir justement du référendum d'initiative citoyenne. C'est la fin de cette première partie. La deuxième partie consacrée à l'organisation de l'État et des services publics, les idées, les solutions. Chaque intervenant pourra les proposer. Rendez-vous ce soir à 20h sur l'antenne. Restez à l'écoute des programmes de Canal FM.